C'est un sujet essentiel que l'identité nationale. Il ne peut pas y avoir de projet politique défini avant qu'on ne soit d'accord sur l'identité de notre pays, de notre nation. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait aborder cette question. Alors, qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce que notre identité? Nous allons en débattre. C'est une discussion ouverte. À Oser la France, nous sommes sur une conception ouverte et exigeante de l'identité nationale, de qu'est-ce que c'est qu'être français? Conception ouverte, car on voit bien qu'être français, au fond, ce n'est pas une question de couleur de peau ou d'origine, voire de religion, mais exigeante, car il faut toujours une exigence et il faut respecter la profondeur historique de notre pays. Nous ne présenterons aucune excuse pour une histoire de France que nous assumons totalement et dont nous sommes d'ailleurs fiers. Nous ne fléchirons pas le genou. On voit bien que de grandes puissances économiques veulent réduire les nations, et en particulier notre pays, à simplement une plateforme économique. Une frontière, c'est ce qui permet d'abord d'affirmer ce que nous sommes, mais aussi d'avoir des relations avec des voisins. Je rappelle d'ailleurs que la France n'a jamais été isolée. La France, et la France souveraine, la France gaulliste, gaulienne, a toujours été ouverte au monde. Chers amis, donc nous vous proposons pour cette deuxième table ronde de réfléchir à la nation et à l'identité nationale. Réflexion indispensable car l'intérêt général, le bien commun, se définissent encore et toujours au niveau de la nation. Réflexion taboue aussi à bien des égards, alors que le débat public est envahi, nous le savons, et nous l'avons vu cet été, parfois avec violence, par les questions identitaires et communautaires. Évoquer l'identité nationale est, aux yeux de beaucoup, souvent suspect, d'une large partie de nos élites, comme d'une large partie aussi de la population. On ne comprend pas le bouleversement politique opéré en 2017 et l'installation durable du Rassemblement national dans le paysage politique. Si l'on ne voit pas que la question de l'identité nationale, avec celle de la souveraineté nationale, est désormais centrale dans le débat public. Oser la France, d'ailleurs, sur la souveraineté nationale, prépare un livre noir des souverainetés pour la fin de l'année, fruit d'un travail important, rythmé par de nombreuses auditions depuis le début de l'année. Pour l'heure, c'est l'identité de notre pays, de notre nation, que nous voulons réfléchir, sur laquelle nous voulons réfléchir. C'est une étape incontournable à l'heure de ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipel français. Il nous semble en effet que les expressions répétées à l'envi, vivre ensemble, les valeurs de la République, sans cette réflexion préalable sur ce qu'est la nation, n'ont pas beaucoup de sens. Écoutons Max Gallo. Telle qu'elle s'est bâtie, notre nation est une conquête, un lien individuel librement consenti d'individus qui adhèrent à des principes, en échange de quoi ils ont des droits mais aussi des devoirs. C'est cet ensemble-là qui est remis en cause. Les appartenances sont désormais tribales, ethniques, religieuses. L'intégration n'existe plus. On ne peut pas demander à un immigré de s'intégrer à la France alors qu'on dit que la France doit se dissoudre dans l'Europe. Pourquoi un Tunisien, un Algérien, un Malien chercherait-il à s'intégrer dans un pays en train de se désintégrer? Je trouve qu'il le faut encore beaucoup. Max Gallo écrivait ceci en 1999. Qu'écrirait-il aujourd'hui? Que pouvons-nous dire aujourd'hui de la situation de notre pays et surtout, quels moyens, quelle politique voulons-nous pour continuer la France? Pour ce faire, nous remercions particulièrement Mesdames Valérie Boyer, Zora Bitan et Semirat Lili pour leur présence et pour consacrer un peu leur temps à nous aider à y voir plus clair. Toutes trois sont engagées à des niveaux différents dans le débat public et connaissent bien les problématiques liées à la cohésion nationale, assimilation, intégration, on en parlera, laïcité, communautarisme, toutes ces notions sont travaillées par nos trois invités. Valérie Boyer, vous êtes députée des Républicains, élue dans les Bouches-du-Rhône depuis 2007, c'est bien ça? Oui, députée depuis 2007. Oui. Vous avez été adjointe au maire de Marseille de 2008 à 2014
et maire du 6e secteur de Marseille de 2014 à 2017. Zora Bitton, vous êtes une militante associative et politique. En 2011, vous m'arrêtez si je me trompe, vous avez été, je crois, la porte-parole de Manuel Valls lors de la primaire socialiste. En 2014, vous avez publié « Cette gauche qui nous désintègre ». Et vous êtes désormais engagé, je crois, à l'UDI. Pas du tout. Bon, je me suis trompé. Bon, vous êtes régulièrement présente dans les médias comme chroniqueuse, en particulier dans l'émission Les Grandes Gueules. Ça, c'est... Oui. Désolé, je suis... bon. Je suis présenté dans le programme comme député honoraire, alors que j'ai... J'étais ancien député, oui, mais bon. Semirat Lili, arrêtez-moi si je dis des bêtises. Vous êtes présidente de l'association #Réseau 1905, association transpartisane de citoyens attachés aux valeurs de la République. Et cette association affirme dans sa présentation l'extrémisme islamiste, le clientélisme, le communautarisme, l'antisémitisme et les mouvements identitaires et indigénistes menacent l'unité et la démocratie dans notre pays. Enfin, je dois dire que nous avions invité le député Aurélien Taché, ex-La République En Marche, affilié dorénavant au groupe Écologie, Démocratie et Solidarité. Il avait accepté dans un premier temps de participer à cette table ronde et puis cette semaine, il a décliné l'invitation. Charles de Gaulle commence ses mémoires de guerre par cette phrase très célèbre. « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. » Je vous propose, mesdames, dans un premier temps, de nous dire chacune de vous, et à tour de rôle, en 5 minutes, pas plus, quelle est votre certaine idée de la France? Puis dans un deuxième temps, un dialogue pourra se développer entre vous, d'abord sur un diagnostic partagé ou pas, sur la situation actuelle de notre nation, puis sur les moyens qui doivent être mis en place pour continuer à faire nation. Enfin, dans un troisième temps, nous donnerons la parole au public. Alors pour commencer, quelle est votre certaine idée de la France à vous, Semirat Lili, par exemple? Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour présenter qui je suis, je m'appelle Semirat Lili, je suis née en France d'un père tunisien et d'une mère française. Et ensuite, j'ai passé toute mon adolescence, mon enfance et mon adolescence en Tunisie, donc je connais bien le pays, jusqu'au bac au lycée français de Tunis. Donc voilà. Pourquoi je suis venue en France? Je suis venue en France juste après le bac, parce que je savais qui j'étais en tant qu'être humain, individu, avec une façon de penser, de vivre ma vie en tant que femme, ne me permettait pas je ne pouvais pas le vivre en Tunisie. Et la France, de ce que j'avais comme idée de la France, avec sa laïcité, c'était quelque chose qui pouvait me laisser m'exprimer en tant que femme libre, en tant que citoyenne de ce pays. On me parle beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait la France, en fait. Quand on a créé l'association Réseau 1905, anciennement la ICART, on s'est créé après les attentats de 2015. Et on s'est tous posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait qu'on voulait créer ce mouvement, cette association. On était beaucoup de personnes qui venaient des deux rives de la Méditerranée et on se disait qu'on voyait que ce qui faisait la France se délitait. En tout cas, c'était notre façon de voir les choses. Et de se dire que nous, on constatait des choses au quotidien. On voyait des attaques à la laïcité. On voyait des montées du communautarisme. Et que nous, ça ne nous allait pas, parce que pour nous, la France, elle est une et indivisible, et que c'est ce qui nous qualifie d'abord. On est d'abord des citoyens, on n'est pas reconnu à travers une ethnie, on n'est pas reconnu à travers une religion. Donc voilà, c'est ce qui a vraiment fait créer les fondements de notre association. Et voilà. Et donc moi, la France, c'est ça, c'est d'abord... une et indivisible, c'est très 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 important, je le répète très souvent. Merci beaucoup. Merci, Semirat Lili. Zora Bitton, quelle est votre certaine idée de la France? Merci d'abord pour votre invitation. Alors pour moi, c'est une très belle question, hein. C'est vraiment quelle idée on a de la France.
Alors moi, j'ai une idée de la France qui remonte évidemment à mon histoire. Moi, je suis née en 64 à Paris, donc je suis une Française. Mais j'aurais pu ne pas l'être, parce qu'être français, c'est pas avoir des papiers ou vivre sur un territoire. C'est toute une histoire. C'est surtout pour une femme comme moi, qui aurait pu naître dans un pays où on n'a absolument pas les mêmes droits et où on n'a pas la même vie que dans un pays comme la France, où les droits des femmes sont remis en question chaque jour. Donc pour moi, la France, je la connais très bien. Je la connais dans ses territoires, je la connais dans son art de vivre, je la connais dans son patrimoine, je la connais dans les campagnes, je la connais dans les dîners du dimanche, je la connais... c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, c'est vraiment... l'idée de la France, c'est la France qui intègre, la France qui est tolérante, la France qui est ouverte, la France qui a la République pour que chacun puisse trouver sa place. C'est la France qui assimile ceux qui veulent s'assimiler, c'est la France qui permet à ceux qui veulent juste s'intégrer de ne pas se renier. La France, c'est un grand pays, c'est un pays où l'histoire, c'est 2000 ans d'histoire, mais c'est aussi une histoire riche de peuples qui la font. Et c'est vrai que parler d'identité nationale, il faut peut-être aussi politiquement voir l'identité qui s'additionne et pas l'identité qui se soustrait. Qu'est-ce qui fait qu'on a une vie commune? Qu'est-ce qui fait qu'on peut composer la communauté nationale? C'est quand on peut les uns et les autres s'additionner sans ne rien trahir ce qui fait ce beau pays, ce qui fait que les femmes vivent libres, ce qui fait qu'on peut aimer qui on veut, ce qui fait qu'on peut être athée, ce qui fait qu'on peut être croyant, ce qui fait qu'on peut ne jamais se marier, ce qui fait qu'on peut vivre seul quand on est une femme, etc., etc. La liste est extrêmement longue au regard de ces privations qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Donc la France, c'est pas un territoire où on picore ce qu'on a envie de prendre et où on laisserait de côté ce qui permet de prendre ce qu'on prend. Donc c'est pas une histoire banale, mais c'est pas non plus confier cette belle chose qui est ce pays à des gens qui voudraient l'utiliser pour en exclure ceux qui auraient du mal à faire avec. Moi, mes parents étaient des immigrés algériens, analphabètes, arrivés de Douar en Algérie, donc ils parlaient pas du tout français, mais ils savaient une chose. Ils savaient que ce pays était ce qui pouvait arriver de mieux à leurs enfants et ils avaient raison. Ils avaient raison. Et c'est en ça que mes parents m'ont confié d'aimer ce pays qui nous a pas forcément aimés tout de suite et qui parfois ne nous aime pas, nous, les enfants d'immigrés. Mais ça peut se comprendre. Mais en même temps, la France, ça se conquiert. Ça se conquiert avec ses codes, ça se conquiert avec son art de vivre, ça se conquiert avec le partage. Et c'est ce que j'ai entrepris toute ma vie, c'est ce que j'entreprends aujourd'hui avec énormément de jeunes des quartiers parce que je sillonne la France avec un programme qui s'appelle « Scier les barreaux de sa tête », où j'essaye de guérir de la victimisation, de guérir de l'absence de sa part d'effort et de la responsabilité, parce que si on regarde bien en France, partout où on pousse une porte, on peut trouver quelqu'un et on peut trouver de quoi sortir de sa condition sociale. Donc pour moi, l'identité nationale, elle est belle, elle est une addition, elle n'est pas faite d'exclusion, elle n'est pas faite de soustraction. Et c'est ça peut-être aujourd'hui qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'on peut faire France ensemble, on peut faire communauté nationale ensemble, on peut être individuellement unique avec nos propres identités, mais avec tout ce qui fait nos valeurs pour chacun et dans le respect de ces valeurs que tout le monde doit respecter. Voilà, c'est ça mon idée de la France. Merci Zora Dutan. Valérie Boyer, quelle est votre certaine idée de la France? Alors, tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à Julien Aubert d'organiser ces journées et de nous permettre de rencontrer des personnes qui nous font rêver, que l'on écoute, que l'on contacte par réseaux sociaux. Donc moi, je suis très heureuse aujourd'hui non seulement d'être là, mais de participer à cette table ronde avec Zora Dutan, que je n'avais jamais rencontrée physiquement, mais avec laquelle on a beaucoup échangé par Twitter. Et c'est Mira que j'avais rencontrée parce que nous nous sommes retrouvés devant une manifestation à Paris, je crois que c'est le Palais Brongniart, devant
pour manifester contre la venue en France de la Ligue islamiste mondiale. Et nous avions manifesté avec Semira, Zineb et la femme de Raif Badawi, qui était là pour espérer sa libération. D'ailleurs, je suis heureuse d'avoir appris par les réseaux sociaux qu'il avait mis fin à sa grève de la faim. Mais bon, ça ne résout pas tous les problèmes. Tout ça pour vous dire que j'ai écouté et j'ai bu vos paroles, mesdames, à l'instant, pour plusieurs raisons. Parce que c'est vrai je crois qu'on partage tout à l'heure, quand tu as posé la question, le premier mot qui me venait, c'était bizarre, c'était amour. Voilà. Quelle est mon idée de la France? Je dirais que c'est l'amour que je peux porter à mon pays, à ses habitants, à des beaux villages comme celui-ci, au fait que quand on a la chance de sillonner la France, comme c'est notre cas, ou comme vous avez peut-être pu le faire cet été, il y a plein d'endroits, des noms de villes ou de villages qu'on ne connaît pas, qui sont perdus, où on se dit, mais mon Dieu, mais vive la France. Qui sont ceux qui nous ont précédés, qui nous ont laissé ce patrimoine, qui nous ont laissé cet héritage? Et après, bien évidemment, il y a la question, c'est est-ce qu'on est digne de cet héritage? Je pense que c'est la question qu'on s'est tous posée quand Notre-Dame a brûlé. Est-ce qu'on est digne? Est-ce qu'on est à la hauteur? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser quand on est engagé dans la vie publique. Est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on nous a laissé? Et ensuite, il y a un autre mot qui me vient, parce que je pense que la France, c'est plus qu'un pays, c'est une civilisation, et c'est ce que disait tout à l'heure Michel Alliot-Marie, qui nous a fait vibrer d'ailleurs pendant son discours introductif. Je crois que l'autre mot, c'est l'universalisme. Et tout à l'heure, Semira, vous avez dit la France est une et indivisible. Cette phrase une et indivisible, elle nous vient du credo, d'une prière que pour ceux qui vont à la messe le dimanche ou d'autres jours, on récite la Sainte Église catholique une et indivisible. Et pourquoi? Parce que je pense que dans les racines de la France, il y a ce qu'on nous a légué, mais il y a cet universalisme. Et cet universalisme qui a donné, paradoxalement, effectivement, la laïcité, cette séparation entre le sacré et le temporel. Ce système unique en France, qui est unique au monde. Et cette histoire aussi, qui fait que je crois que la Marseillaise est peut-être l'hymne, l'air le plus connu dans le monde, mais surtout ces valeurs qui sont au fronton de tous nos édifices publics, de liberté, d'égalité, de fraternité. Et ces trois valeurs qui sont indissociables, je pense qu'effectivement, ce sont des valeurs qui sont une conquête, qu'on doit réinventer tous les jours de notre vie publique, mais de notre vie quand on bosse dans l'industrie, quand on bosse dans le service, quand on est médecin, quand on est militant associatif ou quand on est simplement un simple citoyen, ce que nous sommes tous. Parce que moi, je déteste cette séparation entre société civile et société politique. Je la trouve totalement artificielle. Alors, je sais que c'est Hegel, en plus, qui l'a inventée, mais je la trouve stupide parce que, non, c'est l'inverse. Quand on est élu, on est représentant de la nation, on est représentant des Français, donc c'est exactement l'inverse de la société civile. On est là pendant un temps très court au service de nos concitoyens qui nous ont choisis pour un contrat à durée déterminée, renouvelable, si, si l'affection se prolonge. Mais au-delà de ça, eh bien, moi, je me fais une idée de la France comme... c'est à la fois ma mère et mon père, c'est mon pays, c'est ce pourquoi mes ancêtres se sont battus, ont versé leur sang, c'est là où mes enfants sont nés, même si, contrairement à Zora, moi je devais naître à Alger, mais je suis née en France, parce que je suis née en juin 62, et dans ce qu'était aussi la France à cette époque, c'est-à-dire aussi avec ces trois départements, d'Afrique du Nord qui faisait partie intégrante de la France. Donc voilà, c'est notre histoire. Mais je pense que l'idée de la France, c'est l'idée qu'on va en faire tous ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire demain et surtout qu'on arrive à la défendre et qu'on cesse de l'attaquer et de la malmener. Merci beaucoup. Merci Valérie Dallot. Alors, constat,
il y a un malaise de l'identité nationale en France. Articles, essais, livres, tables rondes. Aujourd'hui, on emporte un témoignage supplémentaire. Abondent en ce moment pour réfléchir à cette question. Les événements récents nous montrent que la tentation est grande, pour beaucoup en France, d'importer le modèle communautariste anglo-saxon. Un choix clair ne devrait-il pas être fait entre ce modèle et le modèle français de l'universalisme républicain dont tu parlais, effectivement? Comment en est-on arrivé là? Les territoires perdus de la République, les territoires conquis de l'islamisme. Je vous invite à lire cet ouvrage dirigé par Bernard Rougier, un universitaire qui connaît très bien la question de l'islam et de l'islamisme. Comment en est-on arrivé là? Et au fond, la question que j'ai envie de poser, c'est en politique comme en stratégie, en guerre, il faut quand même désigner le mal, l'ennemi, celui qui nous attaque. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette crise? Qui nous veut du mal? Peut-être Zorabitan d'abord? Alors, en fait, il y a une histoire. Hein, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Moi, je suis sur le terrain depuis très très longtemps. Et quand je dis longtemps, ça fait quand même près de 35 ans, de par mes activités associatives, politiques et professionnelles. Donc ça fait quand même beaucoup. Et j'ai assisté aux premières loges de la mise en œuvre des politiques publiques qui avaient pour vocation d'intégrer, en tout cas de faire en sorte que la République assimile ou intègre, en tout cas moi j'appelle ça l'assimilo-intégration, parce qu'on ne veut pas dire le nom, parce que assimiler ça fait arabe de service, donc on dit intégration, mais finalement une grande partie d'entre nous est pas mal assimilée. Il s'est prolongé dans l'immigration des années 60 et bien plus tard, l'idée que être immigré nécessitait que l'État intervienne dans nos vies, à savoir un État qui a bâti toutes ses politiques pour faire à notre place. C'est-à-dire qu'on n'a pas permis à nos parents de savoir lire et écrire. Moi, j'ai une mère qui a souffert toute sa vie d'être analphabète, mais parce que l'État français, dans sa gestion de nos vies et de celle de nos parents, c'était de faire en sorte qu'on ne manque de rien, mais surtout qu'on ne produise rien. À partir de là, toutes les politiques qui ont été déclinées, et en particulier celle de la gauche, puisque la gauche a été l'inventeur de la politique de la ville, les politiques de la ville ont eu pour vocation de venir au secours de populations qu'elles qualifiaient d'incapables à la réussite, d'incapables à se mélanger, d'incapables à devenir la communauté nationale. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, je suis une indignée permanente, mais parce que je sais précisément ce qui s'est passé dans les moindres détails jusqu'aux milliers de sigles qui ont pu être pondus pour faire des politiques d'immigration. Et en fait, à aucun moment, on a dit « mais la France est une chance pour vous ». Et à aucun moment, on a dit « mais on ne va pas faire pour vous, nous allons faire ensemble ». Et donc, à partir de ce moment-là, la République a été présente, mais pour assister des gens à qui il fallait préserver la culture, les traditions, le mode de vie. Et tout ça a fait un couple diabolique qui a donné naissance à des générations. Et quand la République se retire pour mettre en place des traitements spécifiques pour des populations qui sont censées finalement rester sur le territoire, y avoir leurs enfants et leurs petits-enfants, ça donne aujourd'hui ce que pudiquement appelle le président de la République le séparatisme, mais on peut aussi l'appeler comme ça, moi ça ne me gêne pas, mais c'est le communautarisme. C'est en fait l'effet de ce pays ne m'aime pas, mais ce pays est le tien, mais ce pays ne m'aime pas parce qu'il a produit que des politiques qui n'intègrent pas. Et à partir du moment où on produit des politiques qui n'intègrent pas et qui ont pour vocation de laisser les gens... c'est ce fameux vivre ensemble, hein. Le vivre ensemble c'est bien, pourvu que nous vivions pas avec eux. Enfin, c'est un peu ça le vivre ensemble pendant des années. Je me suis battue en tant que femme de gauche, parce que je suis résolument une femme de gauche, c'est la gauche qui n'existe plus, pour qu'il y ait ce respect, pour qu'il y ait cette exigence, pour qu'il y ait cette rigueur. Parce que c'est pas parce qu'on est pauvre ou qu'on est issu de l'immigration ou qu'on habite un quartier populaire, parce que ce serait valable pour la ruralité,
qu'on serait incapable ou exonéré de sa part d'effort. Donc il faut réhabiliter sa part d'effort dans le respect, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances au départ. Il faut réhabiliter les valeurs, les droits, les devoirs. Il faut réhabiliter la République. Il faut presque radicaliser à la République, parce que moi, je le fais avec des jeunes, et quand je leur explique toute une journée ce que peut leur apporter ce pays, les barreaux dans leur tête quand ils les scient, ce qu'ils peuvent avoir à l'horizon et ce qui peut les sortir de leurs conditions sociales, ils sont preneurs. Chacun raconte l'histoire qu'il veut. Si on laisse les artificiers, les haineux, raconter l'histoire qui conduit au communautarisme, au séparatisme et à la haine, ils gagneront. Mais n'oubliez jamais qu'il y a toute une génération de jeunes et d'enfants à qui il est encore temps de raconter une autre histoire. Et c'est cette histoire, il faut rompre avec l'idée que la pauvreté, la couleur de peau, le territoire ou le quartier feraient des gens incapables à la réussite, à l'effort, à la rigueur. Ça, c'est le respect. Quand on veut aider quelqu'un, on le respecte par des mesures qui vont l'émanciper et le rendre libre. Quand on ne respecte pas les gens, on fait à leur place. Et pendant 40 ans dans ce pays, on a fait à la place des gens, avec une espèce de musique de fond patriarcale, paternaliste, misérabiliste, qui a conduit à ce que chaque politique fait qu'aujourd'hui, des jeunes de 14, 15, 16, 18 ans, qui sont de la 3e génération, voire parfois de la 4e, vous disent « ce pays ne m'aime pas ». Donc des politiques à voilà. revoir aux habitants. Merci. Mais complètement. Semirat Lili, en substance, je suis désolé, c'est comme à la télévision, on vous demande toujours d'être très court, pardon. En substance, comment en est-on arrivé là? Quelles sont pour vous les causes de cette crise identitaire, de l'identité nationale plus exactement? C'est une question à laquelle, comme ça, objectivement, je ne pourrais pas vraiment répondre. Nous, pourquoi ? Parce que nous, déjà, enfin, je vais parler en tant qu'association, en tant que présidente d'association, donc quand je dis nous, je représente l'association. Nous, on est connus pour être sur le terrain, nous faisons de la veille active, nous faisons, par exemple, nous couvrons depuis 4 ans, tous les ans, le rassemblement des musulmans de France au Bourget, les 4 jours. On couvre l'intégralité des conférences et on se balade sur... imaginez la foire de Paris islamiste. C'est très grand, c'est des grandes halles. On voit des burqas, des gilbebs pour les enfants, des tapis de prière. Enfin, c'est très, très, très oppressant. Alors, on se demande où est la République, on se demande où est la France, vraiment. Et c'est très compliqué. Alors ça parle français, il n'y a pas de souci. C'est des personnes qui sont formées par la République, souvent. C'est des personnes qui savent s'exprimer, qui ont des diplômes, mais qui passent vraiment objectivement leur temps à effectivement se plaindre, à considérer que la République et que la France ne les aiment pas, et à expliquer en quoi ils ne les aiment pas, et en plus, ils expliquent, eux, en quoi ils ont une haine aussi. Et donc, ils sont là aussi pour déconstruire. Ils veulent instaurer un séparatisme, un communautarisme, et nous, c'est ce qu'on défend. Et, enfin, on se défend du communautarisme. Notre dernière histoire en date du 15 août, c'est absolument pas vieux. Suite à un tweet de M. Cadenne sur la naissance de son enfant, c'est parti, il y a eu une sorte de déballage. Donc nous, les laïcs, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, les seules personnes qui félicitaient M. Cadenne, qui est juste le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, et il est mandaté auprès de la présidence de la République pour parler de laïcité, ce monsieur est félicité par essentiellement des personnes qui sont des séparatistes. Oui, c'est le président de l'Observatoire, c'est ça? Non, c'est le deuxième, c'est le second. C'est M. Nicolas Cadenne, c'est le rapporteur. Nicolas Cadenne, oui. Exactement. Donc c'est parti d'un tweet. Et de ce tweet, donc effectivement, on a un peu ironisé sur le fait que, enfin quand je dis on, c'est vraiment les laïcs, plusieurs associations, sur le fait qu'il était... voilà, il n'y avait que des séparatistes qui relayaient et aucun laïc, aucun républicain. Et de fil en aiguille, il a été soutenu par des personnes comme Rosa Méziane, que vous pouvez entendre à la télé, qui a été aussi aux Grandes Gueules, sauf erreur, hein, c'est ça.
Donc, on a vu qu'en remontant les fils, nous, notre façon de travailler, c'est ça. On prend un point et on remonte les fils, et on tire, et on déballe, en fait. Et donc, on a fait un communiqué en disant, attention, Madame Rosa Méziane, qui prend la défense de Nicolas Cadenne, en 2016, a participé à une levée de fonds pour une mosquée à Mitry-Mory, pour soutenir ce qu'on appelle aujourd'hui, qui s'appelle le Centre des Lumières. Et ce Centre des Lumières, comment dire, il y a une collusion du maire, de la préfecture, de l'Observatoire de la laïcité. Donc on se rend compte qu'il y a les élus locaux, les élus, donc les préfectures, et l'État, on va dire, puisque l'Observatoire de la laïcité représente l'État. Et toutes ces personnes sont là, sont présentes pour une levée de fonds d'un centre, donc d'une mosquée. En plus, on se rend compte, nous, en défilant tous les fils, c'est que cette mosquée propose des vidéos d'un monsieur qui s'appelle Cheikh Dadaï, et Cheikh Dadaï fait partie des top 10 des frères musulmans au monde. Et donc, nous, on fait un communiqué, on explique tout est prouvé, tout est sourcé, on a tout. Le Centre des Lumières ferme son site en 2 secondes, hein, vraiment, ça a pris 3 heures, on avait déjà tout sauvegardé, et donc on se prend des salves d'insultes, c'est comme ça faire les réseaux sociaux. Donc nous, voilà, ce qu'on dit, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la France permet, par collusion, souvent par... comment ça s'appelle ? Je perds mes mots, je suis... Oui, mais par clientélisme, exactement, par clientélisme. Alors, qu'on le rencontre à gauche et à droite, malheureusement, permet cette installation de séparatisme. Merci, Semiratili. Alors, Valérie Boyer, sur le constat, pourquoi en est-on arrivé là ? Qui attaque l'identité nationale ? Quels sont les ennemis ? C'est important de désigner l'ennemi. D'abord, je pense que l'identité nationale, c'est quelque chose qui est à définir, à redéfinir tout le temps. C'est une notion qui évolue comme notre pays, mais il y a des bases. Je pense qu'il y a 2 grandes forces. Tout à l'heure, le débat précédent était sur la France et l'Europe. Et l'Europe, la confusion d'ailleurs qu'il y a entre l'Europe et l'Union européenne, parce que ce n'est pas du tout la même chose, parce que je pense que si on a des doutes sur le fonctionnement de l'Union européenne, je pense qu'on est tous viscéralement, si on est français, on aime l'Europe, parce que la France est dans l'Europe et la France est l'Europe aussi, donc on n'est pas indissociable de cette France et de ce continent qui est quand même l'endroit du monde où effectivement on respecte les gens, on les soigne, on les accueille, ils peuvent s'exprimer, il y a la liberté de penser, il y a la liberté d'aimer, il y a la liberté, il y a toutes les libertés. C'est le seul endroit du monde, c'est le seul havre du monde de paix, de démocratie et de respect de l'individu, en tout cas qui correspond à nos valeurs. Parenthèse. Pour en revenir à la question précisément, je pense qu'il y a 2 grandes forces. La première, c'est une sorte de mondialisation des élites. Tout à l'heure, c'était dit à la fin du débat, où effectivement, en Europe, en France, mais en Europe en particulier, c'est vrai que nos enfants, nos personnes les mieux formées, pour eux, le monde est leur jardin. Et ils s'installent aussi en dehors de la France. La seconde, c'est aussi la mondialisation et l'immigration massive sur le continent européen et en France en particulier, qui font que notre pays est déstabilisé politiquement et démographiquement. Et puis ensuite, il y a ce que vous avez, en même temps, si je peux me permettre cette formule très d'actualité, très chère au président de la République, et j'y viendrai pour conclure ce petit propos. Et en même temps, il y a cette sorte d'assignation à résidence que ma génération a vécue, où effectivement, au motif qu'on a certaines origines, etc., effectivement, on a manqué de respect aux gens en se substituant à eux et en ne leur appliquant pas, et c'est ça aussi ce que je déteste, la discrimination positive. Moi, je n'aime pas la discrimination. Je pense que discriminer, c'est choisir aussi. Mais on n'a pas besoin d'être aidé si les piliers de notre fonctionnement, du fonctionnement français, j'allais dire, marchent. Je vais vous citer un exemple, c'est l'école. Quand l'école marche,
Moi, dans ma famille, personne n'a fait d'études. Mes parents ont 0 diplôme. Pourtant, j'ai pu accéder, grâce à l'école, grâce au système scolaire, à des études, et j'ai même pu faire de la politique. Quand j'ai commencé ma vie publique, bon, ma famille était contre, bien sûr, ma mère avait l'impression que c'était un milieu abominable, etc. Bon, je lui ai expliqué que non, mais souvent, et je vous assure, quand je suis à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs moments où je me dis, mais comment une fille comme moi a pu devenir parlementaire? Il y a peut-être, enfin qu'en France, en tout cas moi c'est ce que je connais, où c'est possible, où c'est permis, où on nous donne notre chance à force de travail et d'engagement. Et je pense que quand l'école fonctionne, par exemple, qu'on valorise le mérite, qu'on valorise le travail, à ce moment-là, on est respecté pour ses compétences, on est respecté pour ce que l'on est, et pas pour notre couleur de peau, notre religion ou notre sexe. Et c'est exactement ce qui se passe, j'allais dire, pour les femmes pour qui on doit les préserver par des quotas, etc. Moi, je suis contre les quotas. Je crois à la personne. Je crois à la valeur de l'individu. Et en France, la France est un pays qui a toujours été multiethnique, mais qui n'est pas multiculturel. Et le communautarisme, justement, c'est la négation de l'individu, parce qu'on voit d'abord la communauté et on ne voit pas la personne. On ne donne pas sa chance à la personne, à son parcours personnel. Vous savez, il y a un film de science-fiction qui résume tout ça, c'est Bienvenue à Gattaca, que je vous invite à voir et à faire voir à vos enfants et à vos petits-enfants, où on voit combien les gens, dans une société abominable, avec le Jude Law quand il était encore magnifique, au passage, sont absolument assignés à leur identité génétique. Eh bien, moi, je pense que la France, c'est autre chose. C'est un pays qui, par ses valeurs, libère les individus, leur donne la possibilité de s'exprimer. Merci beaucoup, Valérie Boyer. Merci. Et pour prolonger ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'au soir du référendum perdu de 1969, le général de Gaulle disait à Michel Debré, « Debré, que voulez-vous? Nous n'avons pas su apprendre à la bourgeoisie le sens de l'intérêt national. » Je trouve qu'à l'heure de la globalisation des échanges, et de ce point de vue-là, ce que tu disais est très juste, de la financiarisation de l'économie et de la dérégulation, le problème ne vient-il pas de ce qu'une large partie de nos élites, pas toutes, mais une large partie, est sortie du cadre national, comme tu le disais vraiment, dont on voit bien que les intérêts sortent du cadre national, et que c'est même, le cadre national, un frein à la maximisation de ces gains. Pour ces élites, d'ailleurs, l'immigration, armée de réserve du capital, comme le disent nos amis marxistes, n'est pas un problème. Bien au contraire. C'est aussi une arme puissante pour détruire un ennemi commun, l'État-nation. De ce point de vue-là, les néolibéraux de droite et de gauche, comme les gauchistes culturels, se rejoignent objectivement pour frapper, détruire, combattre un ennemi commun, l'État-nation. Et il me semble que là, on est au cœur, hein, et tu l'as souligné, de quelque chose de crucial et sur lequel il me semble qu'il faut réfléchir. Jean-Pierre Chevènement disait récemment dans Le Point, il rappelait, et au fond c'est ça la question de l'identité de la France est pluriethnique, elle est pluriconfessionnelle, elle n'est pas multiculturelle. Alors je voulais embrayer sur une question qui peut fâcher. Rémi Brague nous rappelle que l'islam, c'est peut-être et certainement une spiritualité, ça produit aussi du droit, de la politique, de la norme. Pensez-vous que l'islam soit compatible avec l'identité de la France? Certains nous expliquent que pour ce faire, il convient que l'islam se réforme et s'adapte. Cet objectif vous semble-t-il réalisable? Et est-ce à l'État de prendre en charge l'organisation de l'islam et sa réforme? Jean-Pierre Chevènement, de chez qui je viens, j'ai été élu local et député plutôt dans cette famille-là, vous rappelez, jusqu'à une période récente, présidé la Fondation pour l'Islam. Bon,
Je ne sais pas si c'est un dirigeant politique français qui peut réformer l'islam. Et j'ai le souvenir que lorsque l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est mis en tête de créer, je crois, le Conseil français du culte musulman, le cardinal Lustiger, publiquement, avait dit « Mais alors, ce n'est plus la laïcité en France ». Une réponse à ces quelques observations. Zora Bitton. Alors, il faut, sur la question de l'islam, il faut essayer de regarder objectivement les choses tout en étant, comme le fait le réseau 1905, très vigilant, très en veille et en tout cas très combatif sur la question de l'islam politique, de l'islam conquérant et de l'islam qui produit la haine et le séparatisme. Être musulman en France, comme mes parents l'étaient, et comme beaucoup de gens autour de moi le sont, ça peut être pas du tout un problème. L'islam est une religion qui, par essence, dicte la vie d'un individu de sa naissance jusqu'à sa mort. Et si on voulait appliquer à la lettre tout ce que ce livre religieux, comme d'autres, dicte, la vie serait infernale pour chaque être humain, et c'est pas possible. Moi, je dis toujours que les musulmans, entre guillemets, laïcs, pour qui la République pose pas de problème et qui font leur vie, ce sont des musulmans pour qui la foi est quête de paix intérieure, c'est de la spiritualité. Et ceux-là, on a le devoir de les respecter, parce que la laïcité, ce n'est pas partir en guerre contre les croyants, quels qu'ils soient. Donc il faut savoir raison garder quand on parle d'islam. Moi, je dis toujours à mes amis musulmans qui sont pratiquants, je leur dis « Oui, mais enfin, en France, t'es quand même obligé de sauter des pages. » Ça les fait rire, mais c'est un peu ça la réalité. Donc, on peut parfaitement être de la religion qu'on veut, être athée, sans que ça pose de problème. Le problème, c'est, comme la République a quand même pas mal échoué, comme l'intégration est quand même un grand désastre, comme nos ghettos perdurent, comme la géopolitique internationale et, j'allais dire, nous donne tous les outils pour fabriquer les armes qu'on connaît, évidemment, c'est assez facile de dire aux gens, comme la République est aux abonnés absents, ou en tout cas quand elle était présente, elle était méprisante, eh ben, c'est dans l'islam qu'on va trouver un havre de paix. De toute façon, la République, c'est pas ça qui nous fait avancer, et en tout cas, c'est pas ça en quoi on doit croire, mais c'est en Dieu. Et à partir de là, il faut faire très attention de ne pas rentrer en guerre contre les musulmans, parce que c'est là où ça pose un problème. Il faut rentrer en guerre ceux pour qui l'islam est conquête contre les autres, ceux pour qui l'islam est un projet politique, ceux pour qui c'est une arme de séparatisme et de communautarisme. Il faut faire attention dans les discours politiques de ne pas tomber dans les pièges qui sont tendus. Parce que je vous prie de croire que si les 5 millions de musulmans en France étaient tous des fanatiques politiques, c'est pas un Bataclan qu'on aurait eu, c'est 50 Bataclans. On n'en est pas là du tout. Les gens veulent vivre en paix, les gens veulent avoir une spiritualité apaisée, les gens adhèrent aux valeurs de la République, les gens respectent le droit, ils payent leurs impôts, ils payent leurs charges sociales, etc. Mais il y a une partie qui en a décidé autrement, elle est visible, elle est bruyante, on la voit, elle est traquée intelligemment par des gens comme Réseau 1905 qui fait un excellent boulot. Et c'est à cela qu'il faut consacrer du temps, tout en parlant aux autres et en disant que la République protégera et garantira leur culte en paix. C'est ça le message, c'est rien d'autre. Voilà, Semira Tlili, sur cette question de l'islam et de l'islamisme. C'est un terrain de jeu pour moi. Toujours comme à la télévision, hein, très court. Ça va, ça devrait aller. Donc, l'islam n'est pas mon sujet, toujours pareil. Mon problème est mon sujet, et donc le fondamentalisme religieux, donc l'islamisme aujourd'hui, et l'islam politique. On le voit progresser, on ne le voit pas progresser qu'en France, il progresse de par le monde, on voit partout, il n'y a pas un pays qui n'est pas protégés, même des pays musulmans, il faut voir les évolutions. Alors on peut parler des pays nord-africains
Moi, justement, la Tunisie, et c'est très très compliqué pour moi, voilà, à titre personnel, et quand j'y vais, c'est vraiment compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de voiles. Moi, j'ai vu la Tunisie changer au moment où les paraboles sont arrivées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'étais petite, on écoutait Antenne 2, d'accord? Donc moi, j'ai grandi, même si j'ai grandi là-bas, j'ai grandi comme ici, et avec tous mes amis tunisiens qui regardaient aussi Antenne 2, on regardait les mêmes dessins animés, et au moment où les paraboles sont arrivées, eh ben, ils n'ont plus regardé l'Occident, ils se sont tournés vers l'Orient. Et ça a changé énormément de choses. Donc aujourd'hui, nous, on combat le soft power, on combat les milliards qui sont injectés par le Moyen-Orient. Et c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Et voilà. Et donc le danger, j'entends parler de création d'un islam de France, mais on s'oppose formellement. Déjà parce que effectivement, c'est la laïcité et l'État n'a pas à se mêler de religion. Ça, c'est très très important, même si il doit le surveiller, hein, c'est pas un problème. Mais à quoi ça sert de créer un islam de France si aux frontières et s'il y a l'immigration des idées, parce que vous n'empêcherez pas les idées, c'est Internet, c'est international, ça vous l'empêcherez jamais. Et donc nous, vraiment, s'il y a une opposition ferme et franche de notre part, et on génère des dossiers et on les donne à qui veut les avoir, on a des billes en fait, et on peut vous aider. Merci beaucoup, Semira Tibi. Alors, Valérie Boyer, sur cette question de l'islam et de l'islamisme, qui sont évidemment deux concepts, deux notions de réalité qui sont différentes. Je pense qu'on sait tout, on a tout dit, on connaît tout. Parce qu'il y a des associations comme celle que vous représentez, il y a des chercheurs comme Gilles Kepel, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Moi-même, je fais partie des parlementaires qui ont beaucoup travaillé sur cette question à l'Assemblée nationale, mais il y en a plein sur tous les bancs de l'Assemblée. On a des services de renseignement qui sont très bons, on a des diplomates qui sont excellents, puisque la France a encore un corps diplomatique exceptionnel, et j'espère qu'elle le gardera. Nous sommes la seule puissance militaire de l'Union européenne, et donc on agit, on combat physiquement. Des Français, plus d'une cinquantaine, sont morts par exemple au Mali pour lutter contre le totalitarisme islamique. Donc j'allais dire, c'est un combat qui est protéiforme parce qu'effectivement, c'est un totalitarisme, c'est qui fait souffrir tout le monde, les musulmans et les autres. Les non-croyants et les autres religions. Alors, en France, c'est une découverte assez nouvelle parce qu'on a voulu croire que le problème religieux était derrière nous et que depuis 1905, tout était réglé. Non, effectivement. Parce que ce séparatisme, on l'a nourri dans notre sein, j'allais dire par nos faiblesses politiques, par toute cette politique... désolé Zora, mais de gauche quand même, et puis aussi par cette faiblesse aussi de la droite, ce manque de courage, bien souvent. Et j'allais dire par les difficultés aussi des hommes et des femmes politiques, parce que quand on s'oppose, quand on dit non, quand on dit stop, quand on dénonce, on est traité de facho, de raciste, de collabo, de tous les noms. On est aussi menacé de mort, de viol, etc. Moi, c'est mon cas quasi quotidiennement. Et puis on doit faire face également à la duplicité et à l'ambivalence des politiques. Et je vais vous citer un exemple dont on parle très peu en France pour l'instant, mais qui, malheureusement, je pense, est une menace pour la paix de la France, mais pour la paix du monde. Regardons ce qui se passe aujourd'hui avec la Turquie. La Turquie, avec à sa tête un président, M. Erdogan, probablement l'homme politique un des plus dangereux du monde, à mon sens, qui veut refaire l'Empire ottoman en plus grand parce qu'il veut aller jusqu'au Maroc. Là, il va jusqu'à l'Atlantique. Il l'a dit à plusieurs reprises. On peut dire qu'avec lui, en fait, il n'y a pas de surprise parce que tout a été dit. Et ce qui s'est passé récemment, et dont tout le monde se fiche totalement, ce sont les loups gris qui ont manifesté avec une extrême violence en France dans l'indifférence générale. Les loups gris, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe terroriste politique, animé, alimenté par M. Erdogan, qui prône
à travers l'islam, qui est un instrument politique, peut-être le rêve de prendre le leadership sur le monde sunnite, eh bien, le fait que toutes les personnes qui sont turques sont des instruments de cette politique belliqueuse. Et vous allez me dire pourquoi elle parle des loups gris aujourd'hui. Parce que c'est le séparatisme à l'état pur. Quand on a un parti politique étranger qui présente des candidats aux élections législatives, et ça a été le cas en 2017, dans une centaine de circonscriptions, on a eu le parti de M. Erdogan, Liberté et Justice, qui a présenté des candidats. Quand on a le parti présidentiel, le parti de la majorité présidentielle, qui, sur les listes des municipales, met des partisans de M. Erdogan sur ces listes et que le ministère de l'Intérieur n'intervient pas. À quoi ça sert de nous faire des beaux discours ? À quoi ça sert ? Il n'est même pas viré de La République En Marche. Et je regrette qu'Aurélien Taché, qui a quitté La République En Marche, ne soit pas là pour nous dire ce qu'il en pense, lui qui a beaucoup d'idées sur cette question. Mais comment aujourd'hui on peut arriver à avoir un discours qui est magnifique, hein, effectivement, on est tous comme Gérard Collomb, on ne veut pas la France face à face. Nous, on veut la paix, on veut pratiquer notre culte tranquille, on ne veut pas être méprisé parce que nous sommes des femmes, on ne veut pas être méprisé parce qu'on a une religion, une spiritualité ou qu'on n'en a pas, parce qu'on vit seul, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on ne veut pas de discrimination dans notre pays. C'est le pays de la liberté, vraiment. Eh bien, comment on fait quand on supporte qu'une puissance étrangère présente des candidats à des élections, pas n'importe lesquelles, des élections législatives? Comment fait-on aujourd'hui? Ben moi, c'est la question que je pose, sans avoir de réponse, malgré mes multiples sollicitations de la part du Premier ministre de l'époque, des ministres de l'Intérieur successifs. Et je ne parle même pas des attaques de la Turquie vis-à-vis d'un pays membre de l'Union européenne, la Grèce, ni de son occupation, d'ailleurs, d'un pays membre de l'Union européenne, Chypre, dont tout le monde se fiche royalement depuis 1974. Merci Valérie Boyer. Merci Valérie d'avoir soulevé cette question qui est très importante parce qu'elle renvoie à quelque chose qui convient d'être dit. Vous savez, la lâcheté des politiques qui consiste à fermer les yeux sur un certain nombre comme ça, des candidatures autres. C'est l'échec, c'est effacer l'addition d'un antiracisme qui a échoué. Il y a deux hypothèses. D'abord, c'est la culpabilité judéo-chrétienne d'un pays où, en général, ici, on tend l'autre joue, on ne se bat pas. Donc ça, c'est assez, ça fait assez drôle. C'est un peu ça, la culture judéo-chrétienne en France. Moi, je m'appelle Zora et mes amis me disent « mais tu défends la France plus que n'importe quel Français ». Je dis oui, parce que le Français, il est aux abonnés absents, il a peur. Il a peur d'être traité de facho, il a peur d'être traité de collabo, il a tout le temps peur. Et en fait, c'est ce que dit Elisabeth Badinter. Ils savent que les gens ont peur. Parce qu'il y a un passé, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une espèce de culpabilité qui vous est servie en permanence. Et du coup, ça marche. Et quelqu'un qui est de gauche, c'est encore pire. Lui, il doit racheter tous ses péchés de ne pas avoir enrayé le racisme pendant 30 ans. Et ça donne des gens sur des listes qu'on sait, nous, pertinemment, fricotant avec les pires islamistes, qui n'ont rien à voir avec l'islam, parce que des musulmans républicains, il y en a pléthore en France, et qui pourraient justement faire des élus brillants, compétents, et dont on serait fier. Mais non, il suffit qu'il y ait le premier qui vient pleurer, et il pousse la porte, et qu'en face, il y ait des gens qui ne sont pas aguerris, qui ont, voilà, ce complexe judéo-chrétien, pour laisser rentrer n'importe qui. Donc, à partir de maintenant, il ne faut jamais avoir peur d'être traité de facho, parce que si d'être traité de facho, c'est d'intégrer des gens méritants, eh ben on veut bien tous être fachos. Merci Zora Bitton. Merci. Si je peux me permettre, c'est la version de Lourmarin de ce qu'a dit Elisabeth Badinter. Effectivement, elle a dit qu'on nous avait habitués à supporter l'intolérable. Et maintenant, je pense que ça suffit. Voilà. On ne peut plus
continuer. Mais c'est quand même très compliqué d'être traité de facho tous les jours, d'être menacé tous les jours, et de limiter sa parole, parce qu'on sait que l'énergie qu'on doit déployer derrière pour pouvoir s'exprimer ne nous permet pas d'avancer. En tout cas, c'est toujours l'équation qu'on doit avoir, je trouve, quand on fait de la politique, c'est de se museler. En fait, ils sont arrivés à ce qu'on s'auto-censure pour pouvoir avoir un espace de parole. Merci beaucoup, Valérie Boyer. Alors, nous allons donner la parole à la salle. Le micro va circuler, je crois. Oui, donc on va prendre deux questions dans la salle. Alors, vous avez posé une question déjà tout à l'heure. On va en prendre deux et il y aura donc effectivement une réponse globale. Et on reprendra ensuite une question dans la salle à côté. Donc, que deux questions. Question rapide, réponse rapide. Alors, monsieur, Léonard amène la perche pour prendre cette question. Et puis après, on prendra une question là-bas. Comme ça, on va effectivement équilibrer la salle. Bonjour, je voudrais vous interpeller sur un tabou dans le tabou. C'est celui de l'éducation nationale. Parce que dans l'éducation nationale, il y a un vrai problème par rapport à la notion d'identité nationale. Elle est totalement absente. Et il y a un vrai problème par rapport, au contraire, au communautarisme, c'est qu'il est en train de transformer de façon radicale le fonctionnement de l'éducation nationale. On n'organise déjà plus de visites d'une église pour parler de l'architecture gothique parce que ça risque de poser des problèmes. On interdit de parler de tel ou tel livre parce que ça va poser des problèmes. Et là, il y a quelque chose sur lequel il y a un vrai problème et je pense qu'il faut vraiment se saisir de cette chose-là et de réfléchir de quelle façon on peut rétablir la République au sein de l'école. Une question. On va prendre une deuxième question. Madame, ici. Ici, madame, voilà. Et puis comme ça, on va répondre aux deux questions d'un coup. Voilà. Allez, trois. Bon, Valérie Boyer prend une troisième question. Donc on va prendre une troisième, on fera les trois réponses. Bonjour. Madame. Bonjour. Comment a-t-on pu accepter aujourd'hui que l'arabe soit enseigné dans nos écoles primaires? Une question courte, beaucoup de questions autour de l'école. Et monsieur, donc là-bas, ce sera la troisième question. Pour l'instant, ça tourne beaucoup autour de l'école. Monsieur. Ça ne sera pas tellement court. Je suis retraité, j'ai fait des campagnes gaullistes fin des années 60, je suis LR. Je cherche vainement depuis la colonne vertébrale des LR. Je suis ravi de ce que j'ai entendu là. Je suis vraiment ravi. J'ai appris pour les Lougris, madame. Pourquoi il faut que je vienne ici pour l'apprendre? Franchement. Le LR doit construire une colonne vertébrale, s'il vous plaît. Ce que vous avez dit aujourd'hui, sortez-le comme il faut, qualifiez les choses. Les frères musulmans, c'est une secte. Les salafistes, c'est une secte. La majorité des musulmans ne sont pas dans une secte. J'ai des enfants qui ont été élevés depuis la maternelle avec des copains musulmans qui sont aujourd'hui, qui ont fait des études supérieures, qui sont parfaitement intégrés. Hein? Dites-le, affichez-le. Toute la politique du savoir-vivre, c'est du mépris pour tous les gens concernés. Dites-le, vous l'avez dit, redites-le. Hein. La priorité, c'est la jeunesse, la démographie. La jeunesse doit être respectée. Vous devez dire chez les LR que la France a une belle jeunesse. On ne parle que de 5% des racailles qui foutent la merde en les qualifiant de jaunes. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, voilà. Merci. Bon, merci beaucoup. Donc on a trois questions, Jean-Philippe. Si vous pouvez donner quelques éclairages sur ces trois interrogations. Observation. Qui souhaite intervenir. Sur l'université, c'est un problème, hein, des choses, l'école et l'université. Bon, des choses ont été écrites hein, sur ce qui nous vient là, ce qui nous vient des États-Unis, c'est des universitaires français, Foucault, Derrida, etc., qui ont été très prisés dans les campus américains, et ça nous revient. Et à l'université, oui, d'une certaine façon, le gauchisme culturel est extrêmement présent. L'arabe enseigné dans les écoles primaires, on peut être arabe et athée, arabe et chrétien. Ne confondons pas les concepts. Évidemment, la priorité, c'est d'enseigner le français. Ça, c'est sûr. Hein, on est bien d'accord. Peut-être qu'il faut réajuster le... Le problème, ce sont les enseignants. Excuse-moi. Oui. Ça marche... alors, pour l'arabe, ça pose un problème particulier. Mais la France s'est toujours honorée d'avoir des études de langues orientales particulièrement brillantes et avec d'excellents... Non, mais avec une université avec d'excellents orientalistes. On avait les meilleurs du monde. Malheureusement, ça aussi, c'est un petit peu parti. Néanmoins, l'enseignement des langues étrangères
pourquoi pas, mais c'est l'enseignement, le pire, c'est l'enseignement des langues d'origine. Et avec des enseignants dont on n'a pas maîtrisé la venue. Enfin, moi, j'ai une de mes filles qui était dans une école bilingue français-italien. Franchement, les profs qui venaient pour l'italien dans un lycée public, c'était pas terrible non plus. Il n'y a pas cette exigence de qualité, ni le fait de les faire passer par le creuset de l'éducation nationale. Donc ça, c'est absolument... Tout à fait. Mais c'est absolument horrible parce que je pense que ça assigne les enfants à leurs origines et surtout, ça a permis de faire venir des personnes qui n'étaient pas recommandables, qu'on n'a pas maîtrisées. Et ça, c'est nul. Franchement, c'est à proscrire absolument. Semirat Lili sur l'arabe enseigné dans les écoles primaires. Alors moi, à titre personnel, l'enseignement de l'arabe dans le primaire, je suis vraiment absolument contre. Je suis contre pour plusieurs raisons. Déjà parce que on a une majorité de personnes qui vivent en France qui sont d'Afrique du Nord, et en Afrique du Nord, on ne parle pas arabe. L'arabe est une langue internationale qui se parle beaucoup dans le Moyen-Orient. La Tunisie, c'est un arabe dialectal. L'Algérie, c'est un arabe dialectal. Et le Maroc, c'est aussi un arabe dialectal. Donc c'est une sorte de langue de l'élite, on va dire, l'arabe. Et donc quand ces jeunes vont à l'école, enfin ces enfants, c'est même pas des jeunes, vont à l'école pour apprendre l'arabe dit littéraire, ils ne retrouvent pas leurs racines, en fait. Donc déjà, c'est inutile. On ne connaît pas le circuit par lequel les enseignants sont arrivés. Et moi, je milite pour que nos enfants parlent français, sachent parler français. Et on a énormément d'enseignants dans le milieu militant parce qu'aujourd'hui, on veut défendre notre langue. Et notre langue, c'est le français. Il faut apprendre les autres langues. Moi, je parle 4 langues, donc je n'ai absolument aucun problème à dire qu'il faut parler d'autres langues. Mais d'abord, on maîtrise notre langue et notre langue maternelle en général. Mais c'est très, très important. Merci, Semirat Lili. Jean-Philippe, on prend une question peut-être dans la salle à côté. Oui, il y avait une troisième question sur la colonne vertébrale des Républicains, effectivement. N'étant pas aux Républicains, je mais légitime, peut-être Valérie Boyer. C'est peut-être Valérie Boyer, voilà. En 2 mots, bon, moi je suis aux Républicains, comme vous le savez. Je suis fidèle à ma famille politique. Aujourd'hui, il y a les universités d'été à Port-Marly. J'espère qu'ils vont en discuter. Mais je suis ravie d'être ici. Je suis ravie d'être ici. La date avait été prévue avant celle de fixer pour Port-Marly auprès de Julien Aubert, de mes collègues et de vous tous, chers amis, où nous faisons partie. J'allais dire comment ça s'appelle les os de la colonne vertébrale? Des vertèbres aussi qui composent la colonne vertébrale des Républicains. Donc ici aussi, il y a une partie de l'ADN des Républicains qui s'exprime. Donc nous y sommes. Alors, juste, il y a une salle à côté, donc effectivement, je vais demander à Antoine. Oui, est-ce que vous m'entendez? Antoine, oui, Antoine, donc on t'entend. Donc, y a-t-il une question? Donc, on va prendre une question dans la salle annexe. Oui, il y a une question. Oui, bonjour. Donc, je suis aux Républicains, présidente des Républicains de l'Ariège. Je voulais rebondir par rapport aux langues d'origine. Le programme ELCO. Moi, j'ai constaté, en tant qu'ancienne AVS, les enfants avaient certaines difficultés après pour écrire en français, parce que certains avaient tendance d'écrire de droite à gauche, et que pendant la période du confinement, donc effectivement, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Valérie Boyer, que les enseignants qui interviennent dans les écoles ne sont pas pris en charge par l'éducation nationale, et l'éducation nationale n'a rien à voir avec eux. Ce sont des cours qui ont lieu dans l'école de la République. Les enfants qui sont d'autres origines ne comprennent pas pourquoi on cible la langue arabe. Donc ça crée des dissensions entre certaines communautés au niveau des élèves. Donc je voudrais aussi signaler que pendant le confinement, donc début mai, Emmanuel Macron a remis une couche par rapport à un décret qui avait été passé avec la Tunisie. Et ce qui est... Moi, qui m'interpelle énormément, c'est que la note de participation à ces cours est prise en compte maintenant dans la note générale de l'élève. Voilà. Ensuite, par rapport à la colonne vertébrale de LR, qu'attendons-nous pour que les souverainistes se mettent ensemble, pour qu'Emmanuel Macron ne repasse pas la prochaine fois?
Oui, sur cette question des souverainistes. Peut-être que Jérôme Sainte-Marie, cet après-midi, qui a travaillé sur les blocs élitaires, blocs populaires, pourra nous parler de cette perspective avec beaucoup d'intérêt. J'ai le souvenir d'avoir lu pratiquement 2 ans avant l'élection présidentielle, un ouvrage remarquable de sa part, Un nouvel ordre démocratique, où sans parler d'Emmanuel Macron, mais vraiment, Jérôme Sainte-Marie je vous invite à lire cet ouvrage, avait anticipé sur ce qui allait se passer au présidentiel. Et là, il vient de rédiger bloc contre bloc. Donc, on va lui demander quel est son pronostic. Jean-Philippe, le mot de la fin, puisque nous devons conclure notre table ronde. Oui, le mot de la fin, en la matière comme en d'autres, sur cette question de l'identité nationale, comme sur d'autres dossiers, je crois qu'on tourne beaucoup autour de la volonté politique. Et au fond, avons-nous des responsables politiques, des dirigeants politiques qui ont la conscience de ce qu'ils sont, c'est-à-dire porter le projet français. Moi, j'ai le souvenir que Emmanuel Macron, avant l'élection présidentielle, depuis Alger, avait dit, et vous pouvez le retrouver, il n'y a pas de culture française. C'est quand même extrêmement grave qu'un responsable politique de ce niveau parle comme ça. Oui, il y a une culture française et il faut que nos responsables politiques en aient conscience, la défendent et la promeuvent. Merci beaucoup, merci à nos intervenants.